Oncopole FM, la matinale. Au cœur de l'oncologie, l'actu, les invités, les témoignages, les rencontres. La matinale, écoutez-vous. Oncopole FM, c'est la radio éphémère installée au cœur de l'Oncopole de Toulouse. Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous écouter. Nous sommes ce matin le 4 février, journée mondiale contre le cancer. À cette occasion, nous allons proposer 3 grandes émissions au cours de cette journée. Et on démarre parce qu'on est le matin avec la matinale. Des parcours, des engagements, des regards, des voix fortes. Au programme, évidemment, la grande interview, le grand entretien avec Jean-Pierre Delors, directeur général de l'Oncopole. On essaiera de comprendre où en est la recherche aujourd'hui, ce qui change concrètement pour les patients et comment se construit la médecine de demain. Ensuite, place aux grandes voix de l'Oncopole. On ira notamment sur le terrain de l'hématologie, de l'immunothérapie et de l'innovation médicale. On prendra aussi le temps d'aborder un sujet essentiel, les impacts cutanés des traitements et la dermatologie restauratrice. Et puis, cette émission, c'est aussi une histoire de lien, avec une séquence inédite, cher public. Nous sommes allés dans le restaurant de Michel Saran à Toulouse, où gastronomie, transmission et, vous l'entendrez, engagement rejoignent la santé. En fin d'émission, place au regard croisé, à la motivation, au dépassement de soi. Nous serons avec Vanessa Morales, alpiniste, et Didier Lacroix, président du Stade Toulousain. En un mot, et pour faire entendre celles et ceux qui agissent ici à l'Oncopole, bienvenue dans la matinale d'Oncopole FM. Juste avant de démarrer avec Jean-Pierre Delors, on pose le cadre de l'actualité. C'est le Flash Info avec Reda Messaoudi. Oncopole FM, le Flash Info. L'actualité a démarré dès dimanche dernier à Toulouse, au Stadium. Une journée spéciale de Ligue 1 avec le coup d'envoi du match TFC-Auxerre donné par le docteur Thibaut Valentin, que vous retrouverez tout à l'heure en interview dans les bonnes ondes, et par le professeur Loïc Isebar, hématologue à l'UICT Oncopole. Un match placé sous le signe de la solidarité, marqué par l'engagement du club et de son fonds de dotation Toulouse Football Cœur, en collaboration avec l'Oncopole. Une tombola solidaire a notamment été organisée, avec à la clé un maillot dédicacé par les joueurs toulousains. Résultat du tirage au sort à retrouver dans les bonnes ondes avec Cindy Johnson. Autre temps fort du week-end, la Toulouse Onco Run. La course solidaire menée par la Ligue contre le cancer a réuni 4500 coureurs avec un objectif clair, collecter 50 000 € pour faire avancer la recherche contre le cancer. Bravo à l'ensemble des participants pour leur engagement. Côté recherche, un nouveau réseau national dédié au glioblastome vient d'être labellisé par l'INCa, le réseau Changing, coordonné par le professeur Ahmed Ibdaï, médecin-chercheur à la PHP. Ce réseau rassemble des équipes d'excellence, oncopole, radiothérapeutes, immunologistes, bioinformaticiens et experts en intelligence artificielle pour mieux comprendre ce cancer primitif du cerveau, pronostic, et l'innovation diagnostique thérapeutique. À l'Oncopole, le professeur Elisabeth Moyal, chef du département de radiothérapie et directrice de l'équipe Radopt au CRCT INSERM, est pleinement impliquée. Elle copilotera un axe stratégique consacré à la résistance au traitement, notamment la radiothérapie et les champs électriques thérapeutiques, les TT Fields, un engagement salué récemment lors du congrès mondial de neuro-oncologie. Le professeur Charlotte Weiss a été élue Toulousaine de l'année 2025. La chirurgienne scénologue au CHU de Toulouse, co-responsable du comité scénologie de l'IUCT Oncopole et chercheuse à l'IPBS Toulouse. Cette distinction récompense son engagement quotidien auprès des patientes atteintes d'un cancer du sein, ainsi que ses travaux de recherche pour améliorer leur prise en charge chirurgicale. Lors de la cérémonie, elle a tenu à rendre hommage aux patientes et à l'ensemble des équipes qui l'accompagnent. Autre distinction majeure, le docteur Lorenzo Scipioni est lauréat d'une ERC Starting Grants, une bourse prestigieuse du Conseil européen de la recherche. Chercheur au Centre de recherche en cancérologie de Toulouse, le CRCT, il bénéficie d'un financement de 1,5 million € sur 5 ans pour poursuivre les travaux de son équipe Onco Brest qu'il dirige depuis 2024. Son projet baptisé Espresso Omics vise à mieux comprendre les mécanismes de résistance au traitement dans le cancer du sein triple négatif grâce à une approche innovante mêlant microscopie avancée, outils chimiques et analyse informatique. Objectif: identifier de nouveaux biomarqueurs pour mieux prédire les risques et rechutes et ouvrir la voie à des thérapies personnalisées. Enfin, une avancée prometteuse du côté de la biopsie liquide à l'Oncopole, le centre de recherche en cancérologie de Toulouse, le laboratoire de biologie médicale oncologique de l'Oncopole et la start-up
SmartCatch lance un laboratoire commun autour du projet Envol, coordonné par le professeur Laura Keller. Ce projet cible les cellules tumorales circulantes, responsables de la formation des métastases, et encore très difficile à détecter dans une simple prise de sang. Pour lever ce verrou scientifique, les équipes misent sur la lecaphérèse, une technologie permettant de traiter de grands volumes sanguins afin de capturer ces cellules en quantité inédite. Un projet qui pourrait transformer la recherche et la médecine de demain. Enfin, dernière information, une innovation made in Oncopole rayonne désormais à l'échelle européenne. City Home Care by Oncopole permet de mener des essais cliniques décentralisés directement au domicile des patients atteints de cancer. Créé et piloté par la direction recherche et innovation de l'Oncopole Claudius Regaud, le dispositif est déployé depuis janvier 2025 et a déjà remporté le prix Innovation Recherche dans les territoires d'Unicancer. Il est aujourd'hui finaliste du prix européen Spark, décerné par la Society for Clinical Research Sites, une reconnaissance majeure pour une recherche plus humaine, plus accessible et ancrée dans les territoires. Merci Reda Messaoudi, c'était toute l'actualité. Oncopole FM, la matinale, l'entretien. J'ai envie de dire même le grand entretien avec le directeur général de l'Oncopole. C'est Jean-Pierre Delors. Vous êtes directeur général depuis 2020, administrateur notamment de l'Oncopole. Vous êtes également oncologue médical et co-directeur de l'équipe de recherche immunité antitumorale et aussi immunothérapie T2I, c'est ça. Vous êtes au centre de recherche en cancérologie de Toulouse, expert international sur les études cliniques de phase précoce. Bonjour et merci beaucoup de nous accorder quelques minutes dans la matinale d'Oncopole FM. Et déjà, félicitations pour avoir lancé cette belle idée et accompagné cette journée mondiale contre le cancer de sa radio éphémère Oncopole FM. Merci beaucoup, professeur. Merci pour votre invitation. Alors, le cancer aujourd'hui en France, nous sommes le 4 février, la journée mondiale du cancer. Est-ce que vous pourrez nous rappeler en quelques chiffres, les chiffres clés de la cancérologie? Ça concerne combien de personnes aujourd'hui et quelles sont les grandes tendances de la cancérologie et de ce qu'on appelle le cancer en fait en réalité? Malheureusement, comme chacun le sait, le cancer reste une cause de mortalité majeure dans notre pays. Depuis plusieurs années, le nombre de cas diagnostiqués par an est supérieur à 400 000. C'est énormément de patients. D'accord. Par chance, les progrès thérapeutiques, dont on reparlera probablement dans quelques instants, ont permis de faire passer en moins de 20 ans les probabilités de guérison qui étaient de l'ordre de moins de 50%, désormais beaucoup plus que 2/3. D'accord. On espère que juste après le passage de 2030, le taux de guérison sera devenu supérieur à 75%. D'accord. La technologie, la science permettent maintenant de l'imaginer dans les années qui viennent. Il n'empêche qu'aujourd'hui, le cancer frappe en fait des millions de gens. Parce que derrière l'augmentation de ce qu'on appelle l'incidence, qui est principalement liée au vieillissement de nos populations, il y a un corollaire et une conséquence des progrès thérapeutiques, c'est que plus de 3 millions de gens dans notre pays vivent avec un cancer qui vient d'être diagnostiqué, qui est en cours de traitement, ou avec les conséquences d'un traitement qui a réussi, ou encore malheureusement obligé de suivre des traitements pour continuer à se bagarrer contre la maladie. Donc cette pression des soins est la caractéristique de la cancérologie des années 2025, c'est beaucoup de patients. Et c'est ça, en fait, c'est la course au nombre d'entrants, malheureusement, dans le tunnel des soins et la capacité à absorber tout ça dans une tendance qui ne fait qu'augmenter, alors que on a quand même le sentiment, vu de l'extérieur, que les progrès sont là. Oui, les progrès sont là. Il ne faut pas oublier qu'il y a des phénomènes assez gros qu'on oublie souvent de rappeler. Il manque 11 millions de soignants dans le monde occidental. Donc il y a une grosse crise de démographie en matière de médecine en général et ça a des répercussions. Il faut quand même pas oublier que la meilleure façon de guérir d'un cancer, c'est de ne pas l'avoir. D'accord. Et qu'en matière de prévention, on peut certainement faire beaucoup mieux. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que
si malheureusement on développe un cancer, il vaut mieux qu'il soit dépisté à temps. Et nous, malheureusement, l'Oncopole est surtout fait pour s'occuper des patients qui ont les situations les plus complexes. Ça, c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous dites là, parce que on rentre un petit peu dans l'ère de comment on va essayer le plus possible de déceler en fait la chronique, la maladie chronique avant qu'elle se déclenche, notamment par un certain nombre d'outils peut-être. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on prend peut-être un petit peu plus soin aussi de son corps par les montres connectées, ou peut-être qu'on va un petit peu plus se faire dépister. Mais c'est vrai que ce que vous dites est intéressant, c'est-à-dire que le meilleur moyen évidemment de ne pas se faire soigner d'un cancer, c'est de ne pas du moins être frappé par le cancer, de tout faire aussi pour le trouver et le diagnostiquer le plus rapidement possible. Ça, c'est vraiment important de mettre le doigt là-dessus sur la pédagogie du dépistage et de faire plus possible prendre soin de ces maladies chroniques. Il y a une double pédagogie. Il y a la pédagogie de la prévention. Donc on oublie, souvent on a des débats sociétaux un peu compliqués pour savoir si l'environnement, ces choses-là, probablement ont des impacts. Mais arrêter de fumer, c'est immédiatement enlever 60 000 cas de cancer par an dans notre pays. C'est quand même un sujet majeur. Et l'autre sujet d'inquiétude est le maillage territorial en matière d'accès au dépistage. Et le dépistage, c'est trouver le plus rapidement possible la tumeur la plus petite possible pour en guérir le plus simplement possible, immédiatement les patients. Alors, et si le dépistage dans notre pays s'effondre, on est la journée contre le cancer, ça va devenir très compliqué. Alors justement, le dépistage, vraiment ça c'est important. De manière un peu totémique, on a des cancers, on va dire, dont la communication autour du dépistage ne date pas d'hier. Hein. Je pense aux mammographies pour le cancer du sein, par exemple. De plus en plus pour le cancer colorectal. On a aussi la prostate. Mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus et où est-ce qu'il faut appuyer sur le dépistage, et quelles sont les maladies que vous conseilleriez d'être dépisté? Mon premier conseil, c'est de faire ce que nous savons faire aujourd'hui et de faire en sorte que ça soit fait. Donc, se faire dépister un cancer du côlon, se faire dépister un cancer du sein, faire suivre les conseils des indications de santé publique, les conseils des médecins traitants. On ne peut faire qu'encourager les habitants de ce pays, nos concitoyens, à vraiment s'y rendre. Voilà, ça c'est un sujet majeur. À l'Oncopole, notre travail, c'est à la fois de soigner les gens qui sont malades et aussi de mettre au point ce qui sera fait demain pour eux. Et vous en entendrez dans quelques instants une de nos chercheuses qui est Laura Keller et qui, par des techniques qu'on appelle de biopsie liquide, contribue, j'espère, à l'avenir, à la mise au point de simples prises de sang qui permettront de savoir à l'avance si oui ou non les patients sont à risque de cancer et où sont peut-être en train de déjà développer un cancer qu'on n'a pas encore trouvé. On croit beaucoup dans ces axes, mais ils sont pour l'instant encore des axes de recherche. Oui. Donc si on ne veut pas que les chiffres que je vous ai signalés, qui sont effrayants de tout à l'heure, continuent à être ceux de notre pays, il ne faut pas oublier de dire, encore une fois, c'est une journée qui est faite pour ça, il ne faut pas oublier de dire que se dépister, ça permet d'être plus certainement guéri, parce que sinon on va trouver des cancers qui sont beaucoup plus avancés et ça va devenir beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent pour leur conseiller d'aller se faire dépister, alors même qu'on sait exactement ce qui se passe à ce moment-là chez quelqu'un qui va se faire dépister? C'est toujours pareil, hein, c'est l'inquiétude. Hein, et ça, je sais que vous l'avez forcément en tête, ce syndrome un petit peu de l'autruche. Et c'est pour ça que... Oui, c'est pour ça que les campagnes nationales, la communication... nous, on ne veut pas passer dans un mode de communication violent, ça serait idiot, mais n'importe qui voudrait passer une journée avec nous comprendrait tout de suite qu'il vaut mieux aller faire la mammographie plutôt que de passer par le parcours de prise en charge d'un cancer du sein compliqué.
Voilà. Donc, faire ce que je fais à l'instant grâce à vous, dire, redire, expliquer, essayer de raconter, de faire peut-être diminuer un petit peu la peur pour permettre que les freins psychologiques concernant le dépistage se lèvent un peu, fait partie de notre travail. On n'est pas les seuls acteurs dans ce domaine-là et on peut faire qu'encourager tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, en tant que directeur général de l'Oncopole, tout simplement ce qu'est l'Oncopole aujourd'hui? Je crois que déjà, c'est un environnement qui soigne et c'est un environnement qui recherche. Est-ce qu'on pourrait déjà le qualifier comme ça? Le projet de l'Oncopole, c'est un projet qui est, comme chacun sait, en fait, l'enfant heureux d'une aventure terrible, qui a été porté politiquement par Philippe Douste-Blazy et qui a considéré qu'il existait à Toulouse la totalité des forces pour être un centre de recherche et de soins de niveau international. Alors je ne vais pas trop dans les détails, l'explosion de l'usine AZF, la décision de faire travailler ensemble les équipes du centre de lutte contre le cancer toulousain qui s'appelle Claudius Regaud, les équipes du CHU de Toulouse, dans un centre où tout est conçu pour à la fois s'occuper le mieux possible des patients, et ça c'est absolument notre mission principale, et deuxièmement de faire vivre en même temps un projet de recherche et un centre de recherche en cancérologie qui au départ accueillait seulement 12 équipes, qui maintenant accueille 20 équipes de recherche, dont les publications sont parmi les publications internationales les plus reconnues chaque année. Alors Didier Lacroix est pas loin. Toute comparaison directe serait un petit peu forcée, mais globalement, notre stratégie pour le centre de recherche a été de prendre les meilleurs chercheurs du coin, peu importe qu'ils viennent du Gers, de l'Aveyron, du Tarn-et-Garonne ou ce que vous voulez. D'en prendre 15 et de faire une équipe. Ensuite, d'aller chercher quelques équipes nationales déjà extrêmement fortes. Et depuis quelques années, de compléter par des appels d'offres et aller chercher parmi les meilleurs chercheurs internationaux. Voilà. Et donc ça constitue l'équipe du centre de recherche qui a comme caractéristique à Toulouse de travailler de façon ultra étroite avec ceux qui soignent. Et vous aurez l'occasion d'interviewer plusieurs de mes collègues et à chaque fois, vous entendrez que les chercheurs connaissent parfaitement bien les problématiques des patients et que les médecins, qui connaissent les problématiques des patients aussi, connaissent parfaitement bien la façon dont on fabrique des questions scientifiques et on cherche à y répondre. Est-ce que vous pouvez, j'imagine que vous en avez vraiment plein, mais est-ce que vous aviez une fierté particulière depuis que vous êtes arrivé en 2020, mais peut-être que ça remonte un petit peu avant? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose vraiment qui symbolise ce qu'est la réussite d'un oncopole comme celui-là, ici à Toulouse? Votre question est un peu compliquée, mais je dirais, il n'y a pas un seul fait. Pour moi, il y en a deux. D'accord. C'est le fait d'arriver dans les difficultés de la médecine en général actuelle et dans le contexte régional où c'est compliqué dans beaucoup de départements, à n'avoir jamais lâché. Malheureusement, ça veut dire qu'on a pris en charge beaucoup de patients, mais qu'on a aussi su développer les moyens d'aider tous nos collègues partout sur le territoire et tous les patients, soit en donnant des conseils, soit en assurant certaines parties des traitements. Et ça fait plus de 11 ans que l'Oncopole existe et malheureusement, nous prenons en charge 2 fois plus de patients que ceux qui étaient prévus initialement. Donc ça, c'est un succès qu'on doit à l'engagement et à la ténacité des équipes du côté des soins et ça, c'est très important pour moi de vous le dire en premier. Et le second, c'est certainement... par exemple, au cours de l'année écoulée, le compte-rendu du rapport du Conseil scientifique international qui est venu évaluer notre centre, qui est juste dithyrambique, en fait. Félicitations. Et ça, c'est la qualité des chercheurs et les conditions dans lesquelles, encore une fois, en travaillant de façon très intégrée avec les soignants, on a pu apporter à la connaissance contre le cancer des informations et des découvertes qui sont absolument cruciales.
Alors j'ai un mot sur l'individualisation des traitements, la prédiction. Mais juste avant, je ne peux pas m'empêcher aussi, puisque vous êtes devant vos collaborateurs. On parlait de fierté il y a un instant. C'est une ville dans la ville. Vous en êtes un peu le bourgmestre, comme on dit, ou le maire finalement. Ouais. Et, oui. alors, comme tous les maires, j'ai des pouvoirs assez limités en fait. Mais c'est vrai qu'on peut aussi prendre quelques secondes aussi pour que vous puissiez dire quelques mots de fierté concernant tout le personnel, parce que c'est 1500 personnes qui travaillent ici. Alors plus. Puisque si vous additionnez sur le site de l'Oncopole ceux qui soignent et ceux qui cherchent, on est à plus de 2000 maintenant. Ok. Et donc, je pense ne pas être avare en compliments. Ils m'entendent régulièrement dire tout le bien que je pense d'eux. Mais puisque vous m'en donnez l'occasion, je le fais encore à nouveau ce matin devant vous. Ils sont juste fantastiques. Et si ça pouvait continuer comme ça serait bien, oui. Merci, c'est entendu. Alors, voilà, les enjeux maintenant et les défis de la recherche, ça va être cette prédiction et cette individualisation des traitements. J'aimerais qu'on termine cet entretien avec ça parce que, comme disait ma grand-mère, c'est le futur finalement. Est-ce que c'est ça en fait ? Oui, c'est un mouvement qui a déjà été enclenché depuis quelques années qui ne pourra plus jamais s'arrêter. C'est-à-dire que ce qui vient de la recherche justement permet pour chaque patient, pour chaque cancer, d'essayer d'améliorer, mais de façon vraiment incroyable, la capacité à la fois à prédire si la maladie est grave ou pas grave et quels moyens thérapeutiques il faut engager, et surtout permet également de prédire si les médicaments qu'on va utiliser vont fonctionner très bien ou pas suffisamment bien et les choisir. Alors juste, je vous arrête 2 petites secondes. C'était pas le cas avant ou comment c'est différent aujourd'hui en réalité ? Parce que on pensait autrefois qu'il y avait qu'un cancer du sein, on sait maintenant qu'il y en a 7. Vous allez interviewer Gilles Corr qui va vous expliquer qu'on pensait qu'il n'y avait qu'un myélome, mais il y en a plusieurs. On sait maintenant mieux mesurer les critères d'agressivité à l'intérieur d'un type de diagnostic de telle ou telle maladie. On a fait aussi des progrès dans une chose qui me tient à cœur, c'est l'oncogénétique, c'est-à-dire la capacité de prédire chez des patients si leur famille est exposée à des niveaux de risque équivalents ou pas. Ce qui va arriver demain, c'est ce que je vous signalais avec ces simples prises de sang, la capacité de prédire les prédispositions du corps à faire telle ou telle maladie. On commence à le faire là, dans certains domaines qui s'appellent ceux de l'hématopoïèse clonale. Vous le ferez expliquer, c'est un peu compliqué, mais l'individualisation, c'est sur toutes les étapes, à la fois maintenant, en perspective, à la fois du dépistage, c'est encore de la recherche, mais du diagnostic précoce, et aussi, pour les patients qui reçoivent des traitements, la capacité de les adapter au fil du temps, parce que malheureusement, ces cancers sont malins, comme chacun le sait, et un certain nombre de maladies arrivent à s'adapter aux traitements qu'on leur donne, et prévoir ces adaptations et changer les traitements plus tôt apporte des bénéfices aux patients qui, tout simplement, vivent plus longtemps et dans de meilleures conditions. Merci beaucoup Jean-Pierre Delors. Merci d'avoir pris quelques minutes pour lancer, pour ouvrir cette grande journée mondiale contre le cancer. I'm Just Gigolo, c'est la chanson que vous avez choisie. Oui, j'ai fait ça. Mais attendez, la version 2 ? Ah oui, Luis Prima, pas d'autre. Hein. D'accord. Pourquoi lui en particulier ? C'est mon enfance. D'accord, ok. Donc on l'écoute maintenant, Just a Gigolo. Merci beaucoup Jean-Pierre Delors. Restez avec nous car Gilles Corr et Ludovic Martiret seront avec nous pour l'hématologie dans quelques instants sur Oncopole FM. A tout de suite. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre le cancer. Nous sommes le mercredi 4 février. Just Gigolo, c'était le choix de Jean-Pierre Delors, le directeur général de l'Oncopole. Et on continue avec les grandes voix de l'Oncopole. La matinale Oncopole FM, les grandes voix de l'Oncopole. J'en ai 2 avec moi. Professeur
Gilles Corre et Ludovic Martinet. Professeur, je vais démarrer avec vous. Vous êtes pharmacienne, biologiste, professeur des universités. Vous pratiquez aussi en hôpital au sein du laboratoire d'onco-hématologie ici à l'Oncopole et vous êtes chercheur membre de l'équipe Génime et vous allez nous raconter ce que c'est. D'ailleurs, Ludovic Martinet, vous êtes chercheur et co-directeur de l'équipe Génime, voilà, du CRT et spécialiste notamment du myélome qui est donc la tumeur de la moelle osseuse. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Oncopole FM. Alors, je ne sais pas par qui je vais commencer, mais en tout cas, il faut que vous me parliez des travaux en cours au sein de l'équipe Génime et notamment de l'étude RECIT-TEC présentée au Congrès mondial d'hématologie en décembre. Donc, qui se lance pour raconter déjà tout simplement, c'est quoi donc le Génime ? Les hommes d'abord. Les hommes d'abord. Ludovic Martinet, on vous écoute Ludovic. Alors tout d'abord, en effet, l'équipe génomique, c'est pour génomique et immunologie du myélome. D'accord. Et donc, comme vous l'avez bien dit, nous, on s'intéresse du coup au myélome multiple, donc une hémopathie qui est fréquente, qu'on trouve du coup, qui se localise dans la moelle osseuse. Et donc, est-ce que c'est ça que le commun qui n'est pas à l'Oncopole appelle la leucémie ? Ah non. D'accord, c'est pas pareil. D'accord, non mais justement, c'est bien de préciser. Non, voilà. Donc c'est une autre type d'hémopathie. Alors, ça s'y apparente. C'est un cancer qui touche le système immunitaire, mais ça touche plus particulièrement les lymphocytes, donc les cellules qui produisent nos immunoglobulines. D'accord. Et qui se trouvent dans notre moelle osseuse. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle le myélome, parce que ça se trouve principalement dans la moelle. Et donc, nous, notre équipe, on a des approches qui sont intégrées, où on analyse à la fois, du coup, le système immunitaire du patient et on analyse la cellule tumorale pour essayer de comprendre quelles sont les altérations à l'intérieur de ces cellules cancéreuses. Gilles, on est sur quel type de maladie ? Est-ce qu'on est sur une maladie qui touche malheureusement beaucoup de personnes ? Est-ce que c'est une maladie qui est considérée comme très agressive ? Est-ce que, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, vous pouvez un peu la définir ? Je sais que c'est pas simple, mais c'est important d'être pédagogue là-dessus. C'est une maladie qui touche 5000 nouveaux patients français par an. D'accord. Vous me posez la question de savoir si elle est agressive ou pas. En fait, d'un myélome à l'autre, les choses peuvent être extrêmement différentes et c'est tout l'intérêt de nos travaux de recherche. C'est d'essayer de comprendre pourquoi un patient qui a un myélome va finalement très bien répondre à sa première ligne de traitement et puis un autre pas du tout et va avoir une maladie extrêmement agressive. Donc le pronostic est très hétérogène en fait. Ok, on va revenir du coup à ce que vous faites en ce moment, à cette étude notamment RECIT-TEC. D'accord, je prononce correctement ? Oui, tout à fait. C'est quoi ? Il y a un jeu de mots avec le phénomène de la résistance ? Oui, voilà, tout à fait. En fait, allez-y Ludovic, racontez-nous. Voilà, c'est une étude qui s'intéresse à des patients qui sont traités par une immunothérapie de pointe. Donc on va stimuler le système immunitaire du patient et l'une du traitement qui est utilisé dans cette cohorte de patients, c'est le teclistamab. Donc on cherche la résistance au teclistamab, d'où l'acronyme RECIT-TEC. Elle a été présentée au Congrès mondial d'hématologie en décembre. Oui, c'était bien, ça s'est bien passé. Oui, c'est extrêmement intéressant de pouvoir partager auprès de confrères internationaux et ça a été aussi très bien reçu cette étude où on a mis en évidence des différence entre les répondeurs et les non-répondeurs à ce teclistamab justement, et notamment des différences au niveau du système immunitaire des patients qui répondent très bien à ce traitement. Ok, félicitations Gilles, vous aviez quelque chose à rajouter à propos ? Non, c'est effectivement toujours une grande fierté de pouvoir représenter notre centre dans ce type de congrès qui est vraiment important pour nous et autant Ludovic travaille vraiment sur la partie immunitaire de la résistance au traitement et de notre côté on essaye de comprendre qu'est-ce que dans la cellule tumorale les anomalies génétiques qui sont dans la cellule tumorale peuvent influencer la réponse à tel ou tel traitement. Quelles sont les actualités de ce qu'on appelle le laboratoire d'onco-hématologie ? Alors on entend parler notamment de la maladie résiduelle minimale, alors MRD, ou encore de la cellule tumorale circulante. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous raconter de quoi il est question et pourquoi c'est crucial en ce moment de vous intéresser à ça ? Alors, vous demandiez l'actualité du laboratoire d'onco-hématologie. C'est une activité explosive parce que la biologie onco-hématologique a pris une place cruciale
crucial dans le traitement des hémopathies malignes, que ce soit au moment du diagnostic, évaluer le pronostic, suivre la réponse au traitement. Et vous avez parlé de maladies résiduelles, MRD. C'est la toute petite quantité de cellules tumorales qui restent chez un patient après traitement, qu'on peut, par définition, attraper uniquement par des techniques ultra sensibles, très modernes, comme des techniques de séquençage au débit ou de la cytométrie en flux. Et savoir détecter cette petite quantité de cellules qui restent, c'est hyper important, parce que le clinicien va pouvoir, en fonction du résultat, soit désescalader le traitement s'il n'y en a plus, ou au contraire, peut-être escalader le traitement. Et puis, vous me posiez la question de la cellule tumorale circulante. Dans tous les cancers, même s'il n'y a pas, en règle générale, beaucoup de cellules tumorales dans le sang, il y en a toujours une petite quantité. Et là encore, grâce aux outils qui ont été développés ces dernières années, qui sont de plus en plus sensibles, on arrive à détecter un tout petit nombre de cellules tumorales qui circulent dans le sang. Et l'intérêt, c'est déjà de faire juste une prise de sang, parce que... Ça vaut pour l'entièreté des cancers, pas seulement les hématos. Voilà, ça vaut pour beaucoup de cancers. C'est vraiment un domaine en pleine expansion. Et ce qui est intéressant, c'est que visiblement, même dans un petit nombre, en fonction de ce nombre, ça a une valeur pronostique très intéressante. Donc on est en train d'essayer de challenger un peu les facteurs pronostiques actuels avec ces nouveaux outils. Super intéressant, parce qu'en réalité, vous, finalement, vous arrivez en support de tout ce qui a été fait, tous les autres traitements, les champions des traitements. Vous arrivez pour vérifier que malheureusement, il ne reste pas la récidive possible, quoi. Le métier de biologiste médical, c'est aider le clinicien avec les outils qui sont à notre disposition, qui ont énormément évolué ces dernières années, pour lui apporter des solutions très concrètes et optimiser la prise en charge du patient. Je me tourne maintenant vers Ludovic avec les défis de la prise en charge des cancers hématologiques. La question, elle est posée telle quelle. C'est quoi ces défis-là ? Ces cancers-là, ils ont quoi de particulier ? Quels sont justement les défis de leur prise en charge ? Est-ce que ce sont des cancers qui demandent plus aux patients d'être isolés, notamment, parce qu'ils sont vraiment plus faibles que les autres ? Non, pas spécialement. Je crois que fait, les défis de la prise en charge des cancers hématologiques sont assez proches des défis de la prise en charge des cancers solides. Néanmoins, il y a quand même une spécificité sur les hémopathies, c'est que finalement, c'est un type de cancer qui a énormément bénéficié des avancées thérapeutiques. Donc aujourd'hui, finalement, on a une pharmacopée qui est extrêmement diverse, avec beaucoup de traitements extrêmement efficients. D'ailleurs, aujourd'hui, on est à la pointe des immunothérapies, les traitements par le système immunitaire. On a, comme le disait Gilles, des réponses qui sont extrêmement profondes sur beaucoup de patients. Plus de 70% des patients qui répondent. Néanmoins, finalement, malheureusement, il y a toujours des rechutes qui arrivent. Donc, on arrive à détruire la grande majorité des cellules tumorales, mais il en reste toujours un petit peu. Et aujourd'hui, les défis, ils sont principalement là, cette résistance. Comment l'identifier, déjà, cette résistance, et ensuite, comment pouvoir limiter cette résistance. Et aujourd'hui, vu qu'on a beaucoup de traitements, on parle aujourd'hui des séquences de traitement. Quelles sont les meilleures séquences de traitement ? Et ça, c'est vraiment important de mettre le meilleur traitement au meilleur moment, parce que quand on parle d'immunothérapie, si jamais on a abîmé le système immunitaire avant d'utiliser une immunothérapie, il fonctionnera moins bien. Pour autant, une chimiothérapie ou une thérapie ciblée peut s'avérer un allié important aussi. Donc tout ça, ça nécessite bien sûr du travail en amont de recherche. Et il y a aussi bien sûr le développement de nouvelles cibles d'immunothérapie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait le concept que l'immunothérapie fonctionnait très bien, maintenant on essaye de diversifier les cibles. Dans le cadre du myélome multiple, aujourd'hui la cible principale c'est par exemple une molécule qui s'appelle BCMA, mais on a besoin de trouver plus de cibles pour éviter justement cette résistance de la cellule tumorale et des combinaisons de diverses immunothérapies pour enfin arriver à des guérisons durables. Alors Gilles et Ludovic, on en arrive maintenant à la fin de notre entretien. On est ici dans l'atrium de l'Oncopole. Un mot sur cet endroit. D'abord, est-ce que c'est un endroit justement qui vous aide, vous, notamment grâce à sa partie recherche, à traiter les cancers dont vous parliez ? Et un mot finalement sur cette fierté aussi et sur le sentiment d'appartenance. Gilles. Effectivement, donc on est arrivés tous les deux, je crois, on était là à l'ouverture en 2014 de ce site qui a effectivement la particularité de réunir dans une aire géographique restreinte à la fois les cliniciens,
les biologistes médicaux, les chercheurs, et on avance un peu tous main dans la main. Je vous ai parlé tout à l'heure du métier de biologiste qui développe des outils pour le clinicien, mais avant que le biologiste il ait ces outils, il faut que le chercheur il se soit posé les bonnes questions, mais pour ça il faut qu'il ait parlé au clinicien. Donc c'est vraiment un plus énorme de pouvoir travailler tous comme ça main dans la main. Dans un même lieu, en plus sous le même toit. Voilà, c'est vraiment ça la force en fait de l'Oncopole. Merci beaucoup. Alors vous aviez, puisqu'on est à la radio, décidé d'écouter de la musique. Voilà. Donc comme on est bien élevé, on a décidé nous de diffuser la musique que vous aviez demandé. Donc Static Ecstatic par Nick Olson Therapy. Et puis aussi, ça c'est vous Ludovic. Et puis l'intro par des XX. C'est 2 morceaux de musique qu'on va écouter avant notamment d'accueillir Vanessa Morales et Didier Lacroix ici sur Oncopole FM. Vous écoutez Oncopole FM, c'est la matinale. On est aujourd'hui en pleine journée mondiale contre le cancer, mercredi 4 février. Très heureux d'accueillir sur le plateau d'Oncopole FM Vanessa Morales et Didier Lacroix. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors Vanessa Morales... La matinale, leadership, engagement, exigence, c'est regards croisés. Vanessa Morales, on va vous laisser vous présenter rapidement, mais je vais donner 2-3 petites indications quand même à nos auditeurs. Vous, votre truc, c'est de gravir des montagnes, de monter très vite, voilà, ou au rythme de quelqu'un d'autre. On en reparlera à côté tout à l'heure. Vanessa Morales, voilà, racontez-nous un petit peu combien de Kilimandjaro vous avez à votre actif. Déjà bonjour tout le monde. Donc oui, j'aime gravir des montagnes et le Kilimandjaro fait partie de celles que j'ai pour le moment le plus gravies, puisque fin février je serai à ma 16e expédition. Didier Lacroix, je ne sais pas si on a besoin de présenter la personne, président évidemment du Stade Toulousain, mais surtout vous êtes avec nous aussi aujourd'hui, on en reparlera pour notamment parler du programme sport et cancer. J'ai une question pour vous tout simplement, c'est un endroit que vous connaissez, l'Oncopole, et qu'est-ce que ça vous fait d'être là aujourd'hui dans cet environnement ? Alors on en parlait avec Jean-Pierre Delors à l'instant et l'ensemble des équipes de l'Oncopole. C'est assez magique d'être dans cet atrium et dans ce lieu symbolique. Alors l'Oncopole est symbolique, mais ce lieu-là, qui est la jonction effectivement entre la partie des hospitalités et la recherche, c'est la symbolique, le creuset en fait de l'Oncopole tel que me l'avait expliqué avant qu'elle existe Philippe Douste-Blazy. Donc il y a plein de choses à raconter autour de ce lieu symbolique et de ses actions. Vanessa Morales, vous, je ne sais pas si vous étiez déjà venu ici à l'Oncopole, mais en tout cas, dans une vie précédente, avant de monter notamment des montagnes, vous avez porté la blouse et les crocs, j'imagine, des infirmières, non ? C'est ça ? Racontez-nous un petit peu, vous avez été vous-même soignante. Alors oui, j'ai été soignante et je suis encore soignante. Donc j'ai pas mal travaillé en intra-hospitalier dans des services d'urgence. Et aujourd'hui, je suis toujours infirmière. Je paramédicalise des expéditions à haute altitude. Ça me permet de mixer d'ailleurs mon sport et puis mon métier de cœur. Et voilà, et j'interviens toujours en tant qu'infirmière. Alors tous les deux, vous vous connaissez bien puisque vous travaillez ensemble dans l'institution du Stade Toulousain. Didier, vous en êtes le président. Vanessa vient vous aider. D'ailleurs, précisément, comment ça se passe ? Vous aidez les joueurs du Stade sous quelle forme finalement ? Racontez-nous un petit peu. Les épaules comment ? Alors moi je suis toujours impressionné quand Vanessa raconte ce qu'elle fait, parce que chaque fois que je la vois, elle raconte une nouvelle chose, pour dire les milliers pas me faciliter la vie, de choses qu'elle arrive à faire, à conjuguer, et de la meilleure des façons. Je vais résumer la venue de Vanessa, et bien entendu Hugo pourrait la développer beaucoup mieux que moi. C'est la curiosité mutuelle qui va nous permettre d'apprendre les uns des autres, et comme par hasard, c'est peut-être aussi ce qui nous unit ici, parce que qu'est-ce qu'on a à partager avec un certain nombre de chercheurs, de professeurs ? Quels sont les regards que l'on peut porter ? Bien sûr qu'on peut s'inspirer de ce que font les autres, dans d'autres hôpitaux, dans d'autres centres de recherche, pour nous, dans d'autres clubs de rugby. Mais on a pour habitude d'aller au Stade Toulousain de façon un peu prétentieuse, on sait l'être de temps en temps, c'est d'aller chercher au-delà de ça. Comment
les hommes viennent chercher ces expériences, comment ils les réalisent, comment un soignant peut considérer que le combat qu'il a livré ressemble à un match, et qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait et comment on vient chercher, y compris chez les malades, cette capacité à gagner les matchs ? Si vous êtes là tous les deux, c'est évidemment pas par hasard. On avait un parallèle à faire entre l'exigence qu'il y a ici et les succès aussi de l'Oncopole, bien sûr, avec les succès du Stade Toulousain et cette capacité à travailler en équipe, à être exigeant, à être unis derrière un même combat. Vanessa, vous parlez souvent de ça, du principe de la cordée. En alpinisme, c'est ultra important. Voilà, c'est peut-être un sport individuel, mais vous ne l'êtes jamais toute seule. Racontez-nous, et qu'est-ce que vous avez à nous raconter sur le fait d'être épaulé, d'être accompagné quand on se lance dans un combat ? Alors c'est un sport qui paraît être individuel, mais pour autant c'est un des sports les plus collectifs que je connaisse. Parce que cette notion de cordée, il y a surtout la notion de vital. C'est-à-dire que si le copain lâche la corde, potentiellement je tombe et je ne peux pas vous raconter mes différentes expéditions. Dans le soin, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne, on est plusieurs à travailler pour une même cause. Et c'est pour moi la force du collectif qui emmène à l'aboutissement d'objectifs, que ce soit en santé, objectif de soins, ou en sport, un objectif de performance. Et aujourd'hui, la chance que j'ai d'avoir intégré le Stade Toulousain, c'est justement ce côté très collectif qui, moi, m'encourage à être encore meilleur dans ma discipline. Je vois ce collectif, les individualités aussi qui existent dans le rugby, mais qui me ramènent à ma pratique. Et c'est là où je me permets d'intervenir avec des échanges de sportif à sportif. Et puis, bien sûr, cette casquette d'infirmière qui fait du lien avec le soin et d'essayer d'aller dans la même direction que toute l'équipe. Didier Lacroix, est-ce que vous connaissez l'incroyable aventure d'Olivier qui a accompagné Vanessa, ou c'est peut-être l'inverse également? C'est une personne malade d'un cancer de stade 4, donc on parle quand même d'un cancer très avancé. Et je vais laisser rapidement Vanessa nous raconter ce qui s'est passé, parce que vous l'avez aidé à gravir le Kilimandjaro. Et ça, c'est fort. Ça, c'est incroyable. Racontez-nous en quelques minutes et puis on laissera Didier réagir là-dessus. Ça date de 2024. En septembre, ce monsieur me contacte sur les réseaux sociaux puisqu'il avait vu un des films d'ailleurs où j'accompagnais des rugbyman sur le Kilimandjaro. Et il me dit « Vanessa, je suis atteinte d'un cancer colorectal métastatique ». Donc en fait, il avait déjà des métastases hépatiques. Bon, comme on dit vulgairement, c'est un cancer généralisé. Ah oui. Et donc il me dit « Je viens de passer en soins palliatifs. Je sais que je vais mourir, je suis OK avec ça, mais je veux faire le Kilimandjaro avec mon fils avant de mourir. » Donc en fait, moi, je prends ça un peu comme un reste de vie. C'est pas une fin de vie, c'est qu'est-ce qui me reste à vivre. Et donc on est parti, j'ai fait le point bien sûr avec toute l'équipe d'oncologie qui suivait ce patient. C'était Paoli Calmette, me semble le nom. Et donc voilà, on a étudié le dossier du patient et puis j'ai accepté de l'accompagner. Et au mois de février, on a gravi ensemble le Kilimandjaro et au mois de juin, Olivier nous a quittés, mais très satisfait de ce qu'il avait réussi à faire. Bravo, félicitations. Forcément, c'est toujours un peu touchant ces moments-là. Ouais, il n'y a pas grand-chose à rajouter, si ce n'est effectivement essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut apporter. Quand on parle d'utilité, et c'est souvent une question que j'essaye de me poser et de faire en sorte que les gens se posent, c'est à quoi je sers. À quoi je sers, là très concrètement, on y voit clair. Et dans ce à quoi je sers, à quoi peut servir le Stade Toulousain dans un monde hospitalier ? Si c'est juste pour faire de la bobologie de bas quartier et se donner bonne conscience, je crois qu'on est hors du coup complètement. Pierre Dantin est un universitaire de haut niveau, fait des essais cliniques en ce moment entre des discours qui peuvent être portés entre des dirigeants de la haute performance et notamment des entraîneurs et des patients. Ce sont de réels essais cliniques pour pouvoir dire quels sont les éléments que l'on utilise dans le code du sport de haute performance et comment on peut le mettre au service des patients. Dans la motivation. Dans la motivation, dans la capacité à gagner ces matchs-là. C'est quelque chose qui est bien sûr à suivre. Et si
ce que l'on souhaite tous, c'est démontrer comment on va pouvoir, encore une fois, le décliner. Incroyable. Quand on parle avec Jean-Pierre, avec Christophe Cazot, en son temps, avec le professeur Attal, pour ne citer que, avec le professeur Amalric, encore une fois, je leur pose toujours la question, à quoi on peut servir ? À quoi le Stade Toulousain peut servir ? Ce fameux vecteur d'utilité publique, et on peut le décliner, croyez-moi. Alors justement, à quoi vous servez ? Depuis 7 ans, vous servez à faire ce programme sport et cancer. À quel moment vous vous êtes dit le Stade Toulousain va partir sur ce terrain-là ? Et surtout, qu'est-ce que le programme sport et cancer, en quelques mots ? Alors, le rugby, vous le comprenez tous, devient totalement anecdotique. Il y a deux créneaux que peut porter le Stade Toulousain. Un, c'est de dire, est-ce qu'à un moment, faire du sport dans le cadre du Stade Toulousain, ou parce que le Stade Toulousain a exporté quelque part un bout de matière grise et un bout d'âme avec lui, est-ce que ça va permettre une meilleure séance de sport ou pas ? Et parallèlement, comment on arrive à porter un discours de normalisation des choses. De normalisation des choses, c'est quoi ? C'est de s'adresser à des gens qui sont, eux, en rémission ou encore porteurs de maladies, et comment on arrive à leur porter une attention de normalisation, alors qu'eux-mêmes, très souvent, on s'en rend peut-être pas suffisamment compte, ou on ne fait pas attention à ça. Petit à petit, ils ont perdu le lien social pour X raisons, avec des jours d'hospitalisation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve non seulement des réactions positives à ces échanges-là chez nos patients et chez les gens qui les soignent, mais également chez nos propres joueurs, parce que vous le comprenez bien, pour l'ensemble du flux du personnel que nous avons au Stade Toulousain, c'est une immense leçon d'humilité, bien entendu, le combat étant pas du tout le même. Il y a des informations, bien sûr, sur le site de l'Oncopole et sur le site du Stade Toulousain concernant ce programme sport et santé. Il y a quelque chose aussi qui est porté par l'Oncopole, dont vous devez avoir connaissance, cher président. C'est les rubies, notamment, ces femmes atteintes d'un cancer du sein qui, ici, sous l'impulsion notamment de Stéphanie Moton, qui est chirurgien gynécologique, qui font du rugby. Donc voilà, uniquement pour les femmes et uniquement dans un cadre de dépassement de soi, et il y a bien sûr des joueurs du Stade Toulousain qui sont parrains de tout ça. Et quand on en discutait avec Stéphanie, on se disait quand même c'est incompatible en théorie ce sport-là un peu de contact qui peut être un petit peu brutal avec les plaies du cancer, et pas du tout en fait. Elles leur font faire des petits jeux de passes et tout. Vous êtes au courant de tas des rugbyes, et c'est quand même chouette aussi. Et elles vont plus loin, elles vont même accompagner des jeunes maintenant dans des programmes qui sont autour du monde du rugby. L'idée, c'est le relais, encore une fois, qu'elles peuvent faire, parce que dès lors qu'on est pratiquant, on est en témoignage ou en possession d'un témoignage à transmettre, encore une fois, et elles vont très prochainement entraîner des jeunes qui vont venir faire du sport également sur nos installations. On cherche encore une fois à développer, à parfaire ce que l'on fait déjà, et l'ensemble des équipes, tant dans nos rangs que dans les rangs de l'Oncopole et de l'ensemble des gens qui sont autour de ça, sont assez fabuleux de passion, parce qu'ils se remettent en cause, ils démontent le moteur, ils le remontent pour savoir si on continue à faire ce qu'on fait ou si on fait encore plus. Vanessa, on va terminer avec vous, parce que vous n'êtes pas venue toute seule, Vanessa. Vous êtes venue avec un cadeau, qu'on va voir à l'antenne. Alors je le décris pour ceux qui nous écoutent en podcast. C'est donc un maillot signé de Vanessa Morales avec donc son record du monde féminin Kilimanjaro 2021. Vous êtes montée dans 11 heures. 11h33, oui. Ah d'accord. Aller-retour. On peut monter le Kilimanjaro en 11 heures, c'est ok. Descendu, Ah ouais, c'est très important. D'accord, ok. Très bien. C'est moi peut-être le temps que je vais faire pour monter juste les marches ici de l'Oncopole. En tout cas, c'est offert, et vous avez marqué amitié à toute l'équipe de l'Oncopole. Alors, on va terminer avec vous, Didier, vous pourrez aussi rajouter un mot si vous voulez, en direction des équipes de l'Oncopole. Et si on fait cette émission aujourd'hui, si on sort un peu des sentiers battus aussi, c'est pour continuer de la motivation et parler à tout le monde ici à l'Oncopole, pour dire que le travail est fantastique, mais que des fois c'est pas facile et que la résilience c'est important.
Donc allez-y, vous avez je sais que vous faites ça en conférence, motivé, et vous allez chercher les gens. Donc adressez-vous au personnel de l'Oncopole. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est de toujours rester soudés. On a tous des compétences différentes. Parfois, on doute du collègue ou on doute de soi, mais il faut toujours se rappeler de la raison pour laquelle on est là, la raison pour laquelle on est soignant. Et je pense que quand on fait ce métier avec le cœur, on est forcément performant. Ce que j'ai à leur dire. Comment on motive? Alors, il y a toujours 2 temps à prendre. Le premier, c'est à titre personnel, c'est merci. Comme tous ces gens qui sont dans un encadrement globalement et dans le domaine du soin. Merci pour tout ce qu'ils font. On les voit. Vous savez, très souvent, la cible première, quand on parle avec un gamin qui fait un petit coucou depuis l'écran vidéo que l'on a mis au bord du terrain ou pendant un entraînement. Mais on voit également les remerciements dans les yeux de ces gens qui sont là pour le soigner et que l'on aide quelque part au travers de l'instant que l'on pourra créer pour les gamins qui sont en train, c'est notamment vrai chez les gamins, mais c'est vrai chez les adultes, pour cet instant de magie que l'on crée pendant quelques instants. Donc, un immense merci. Et pour rejoindre Vanessa, bien entendu, quand Philippe Douste-Blazy m'a décrit à quoi servait la fondation, c'est son résumé, encore une fois, à la question à quoi ça va servir, c'est à recruter les meilleurs. À recruter les meilleurs pour qu'ils puissent rejoindre Toulouse et qu'ils puissent rejoindre l'Oncopole. Si on a servi un peu à ça également, c'est très prétentieux, mais tant mieux. Merci beaucoup Didier Lacroix et merci encore une dernière fois à Vanessa Morales, notamment pour le cadeau que vous avez fait en direction des équipes. Je pense qu'ils vont l'afficher quelque part et je sais que ça vous tenait à cœur de venir avec quelque chose et je crois que ça a fait beaucoup de bien et qu'il y a eu un vrai écho ici quand on a vu arriver ce cadeau. Est-ce qu'on peut vous suivre sur une prochaine aventure, Vanessa? Vous partez gambader quelque part? Oh oui, là je pars 3 semaines sur le Kilimandjaro, donc accompagner une personne en situation de handicap. Et ensuite, je pars en Himalaya pour tenter un nouveau record du monde sur une grosse montagne qui s'appelle la Madablam. Très technique, donc il n'y a plus trop de course à pied, mais voilà, prochain objectif. Merci beaucoup à Didier Lacroix également d'être là. Et pour la suite en musique, c'est un choix de Vanessa Morales, Pink, Just Give Me a Reason, mais c'est possible qu'on écoute aussi un peu Big Flo et Oli avec Ici c'est Toulouse parce qu'on l'entend à chaque match. C'est à chaque essai, forcément. Merci à tous les deux, Didier Lacroix. Du 4 au 17 mai 2026, l'Oncopole lance la 4e édition de son challenge interentreprise et multisport. Un défi collectif pour bouger ensemble et faire avancer la recherche contre le cancer. Entreprise d'Occitanie, devenez partenaire de l'Oncopole et engagez vos collaborateurs. Pour en savoir plus, contactez les équipes de l'Oncopole. Vous écoutez Oncopole FM, c'est toujours la matinale, nous sommes toujours le mercredi 4 février, journée mondiale contre le cancer. Nous accueillons tout de suite Vincent Cibaud. Bonjour, merci de votre accueil. Vincent Cibaud, vous êtes oncodermatologue. Alors celui-là, il n'est pas facile à dire. C'est pas le plus simple dans la bouche, mais en tout cas, c'est votre métier. Donc, votre métier, ce qui vous caractérise, en fait, c'est tout ce qui traite à la peau. En réalité, vous êtes un expert mondial des toxicités dermatologiques liées au traitement contre le cancer. Et vous êtes aussi président du groupe de travail européen qui est nommé Dermatologie pour les patients atteints de cancer. Alors, on a plusieurs projets de recherche à évoquer ensemble en oncodermatologie. Ils sont prévus notamment pour 2026. Est-ce que vous pouvez commencer par nous parler de celui sur l'impact cutané des traitements contre le cancer chez les patients qui bénéficient d'une thérapie par CAR T-cells ? Oui, tout à fait. On a eu la chance très récemment d'être retenu à l'appel d'offres national pour étudier l'impact de ces nouveaux traitements qui sont les CAR T-cells sur la peau. Alors, ces données-là n'existent pas en France, n'existent pas dans le monde et ça s'inscrit parfaitement dans notre démarche vraiment de leader européen dans ce domaine des toxicités dermatologiques liées au traitement du cancer, quel qu'il soit, incluant bien sûr les nouvelles molécules comme les CAR T-cells. Donc si je comprends bien, vous, en ce moment, vous êtes en train aussi de réfléchir à ce que les traitements contre le cancer, donc un cancer, X ou Y, peut avoir sur la peau d'un patient.
C'est vrai que souvent on dit que les traitements type chimiothérapie assèchent énormément les muqueuses, par exemple. On parle de ça exactement ? Alors ça, c'est, je dirais, notre quotidien. On s'est organisé à l'Oncopole et à l'IUCT pour créer l'accueil des patients qui présentent des toxicités aiguës pendant leur traitement. Chimiothérapie, immunothérapie, radiothérapie. Et radiologie, bien sûr, parce que là, on est sur la peau. Hein, bien évidemment, oui. Bien évidemment. Aujourd'hui, il faut aussi réfléchir au coup d'après. Et le coup d'après, très clairement, c'est ce nombre considérable de patients qui sont guéris du cancer, ce qui est une source d'espoir énorme, mais en même temps qui ont souvent des stigmates sur la peau de ce qu'ils ont subi comme traitement. Et c'est ce que vous faites, donc c'est votre métier. C'est ce que nous mettons en place aujourd'hui à travers le projet LiveDerm pour créer cette première filière de soins et d'accueil pour ces patients qui présentent des séquelles alors qu'ils sont guéris du cancer. Ça inclut bien sûr les patients adultes, mais je dirais qu'il y a un point très important, c'est les enfants. Les enfants qui, lorsqu'ils sont guéris du cancer, plus tard, dans la vie adulte, dans plus de 70% des cas, vont rapporter des séquelles liées à ce cancer sur leur peau, comme un stigmate, comme un marqueur social, et qui leur rappelle également la maladie. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de mettre en place cette première filière européenne de soins, de prendre en charge ces patients par différentes techniques dermatologiques pour améliorer leur qualité de vie et leur image de soi, et ensuite de développer secondairement au niveau national et international ce type de dermatologie. C'est important ce que vous dites, professeur, parce qu'à vous écouter, j'ai l'impression que, arrêtez-moi si je me trompe, mais on ne faisait pas attention à ça peut-être avant. Parce que l'urgence, c'était de traiter à l'intérieur ce qui se passait et que, ma foi, les séquelles, c'est les séquelles. Voilà. Alors, je ne peux pas vous donner tort. Je crois qu'il y avait effectivement cette priorité d'améliorer les traitements, d'améliorer la survie de nos patients. Aujourd'hui, cette population, heureusement, encore une fois, guérie ou prolongée par le cancer est vraiment très importante. Et on doit maintenant, dans la prise en charge du cancer, s'occuper aussi du post-cancer, ce qui aux États-Unis a un terme difficilement traduisible en français qui est survivor. Ah bah en fait non, il est très facilement... Très facilement, mais difficilement entendable. Oui, c'est vrai, oui. Mais vous avez raison en fait, et c'est ce qu'on sent, et on en parlait aussi avec le professeur Delors en début d'émission. C'est vrai que la population vieillit, et donc par calcul mathématique, en fait, on a des cancers, on peut en avoir peut-être un deuxième, une récidive, et donc le temps de traitement peut aussi s'allonger. Donc c'est ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous éclairer notamment sur la dermatologie restaurative? Qu'est-ce que ça peut bien être, par exemple? On parle de quoi? De greffe de peau? On parle, par exemple, c'est quoi la première porte d'entrée pour faire de la restauration? Alors je dirais par exemple, c'est les patients ou patientes qui présentent une perte de cheveux qui ne se répare pas après le traitement. Donc ça peut passer par des greffes, effectivement, mais également des traitements médicamenteux. On peut aussi avoir des pigmentations séquellaires ou des cicatrices séquellaires aux différentes chirurgies ou chimiothérapies qui peuvent être pris en charge par laser. Il y a aussi la dimension de filler, c'est-à-dire éventuellement d'injection de collagène, de botox ou autre, pour retrouver ce dynamisme du visage, etc. Parce que c'est vrai qu'après cette séquence thérapeutique, on peut quand même être marqué par son cancer. J'ai même envie de dire aussi pendant, alors c'est peut-être pas nécessairement des traitements, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus cette tendance à faire attention, à utiliser des techniques peut-être un peu de maquillage, Bien etc. sûr. Voilà. Tout à fait, c'est l'accompagnement pendant, parfois même avant certains traitements que l'on sait associer à des toxicités sévères sur la peau, et bien sûr après, avec un continuum aussi qui doit inclure, vous l'avez cité, la détection de deuxième cancer. Et là, je parle des cancers cutanés. Les gens qui ont été exposés à des radiothérapies, des chimiothérapies, sont plus à même de faire un deuxième cancer sur la peau, et notamment les enfants. Donc c'est aussi organiser ce suivi au quotidien avec nos partenaires, donc aux pédiatries, d'hématologie ou d'oncologie médicale. Ok, donc là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous, votre travail, c'est d'aller sur cette dermatologie restaurative, mais que vous êtes aussi attentif au cancer de la peau, justement. Est-ce que vous avez des choses à nous raconter pour 2026, des intérêts du cancer de la peau en 2026? Les enjeux, en fait, de la recherche, ils sont où? Ils se placent où en ce moment? Alors très clairement, la prise en charge des cancers cutanés complexes, c'est le cœur du réacteur de notre activité, bien évidemment. On a pu bénéficier dans notre domaine d'activité
de découverte absolument extraordinaire il y a une dizaine d'années, qui permet aujourd'hui, pour les cancers les plus complexes de la peau, d'avoir des survies supérieures à 50% après 10 ans. Mais aujourd'hui, on doit inventer un petit peu la prise en charge de demain ou d'aujourd'hui et se tourner vers de nouvelles approches thérapeutiques. On peut citer les vaccins ARN, par exemple. On peut citer les TILS, qui sont vraiment des opportunités et des espoirs dans le mélanome, notamment, très importantes. C'est un cancer qu'on a l'habitude de montrer comme un cancer qui se dépiste, voilà, en allant chez son dermatologue notamment et en regardant, en vérifiant tout simplement l'état de sa peau, ça peut être de ses grains de beauté. Alors on a l'habitude, mais c'est vrai ou c'est finalement encore un peu chimérique et on ne va pas suffisamment faire ce genre de dépistage? Alors, c'est certain que le dépistage dermatologique a un impact direct sur le pronostic. C'est-à-dire que 90% des cancers de la peau, détectés précocement, ne nécessitent qu'une chirurgie. Il faut aussi prendre en compte les difficultés d'aval, c'est-à-dire l'organisation des soins chez les dermatologues sur un territoire comme l'Occitanie. Aujourd'hui, il y a une déperdition du nombre de dermatologues. C'est un peu pour ça que je vous posais la question. Bien sûr. C'est ce combat-là, en fait. Qui peut amener à des diagnostics un petit peu plus tardifs. Et je crois que ça fait aussi partie de notre projet LivDerm, notamment sur des populations ciblées que l'on sait plus à risque, de pouvoir les voir plus précocement en parfaite articulation avec les dermatologues libéraux d'Occitanie. Est-ce qu'un jour, on pourra, en prenant une photo d'un grain de beauté curieux sur son visage, par exemple, est-ce qu'on pourra, grâce à une IA, par exemple, ou un soft développé avec l'Oncopole, avoir déjà une prise en charge ou une information sur ce qu'on a sur le corps et peut-être augmenter sa chance d'avoir un rendez-vous prioritaire? Très honnêtement, et je me ferai peut-être pas toujours des amis en disant ça, moi je crois que oui, parce que ça va très vite, mais de toute façon, ça permettra des dépistages de masse beaucoup plus rapides et importants, mais le rôle du dermatologue restera de toute façon toujours clé. Mais bien évidemment, ça va changer notre pratique de demain. Donc, c'est bien, enfin, si je vous entends, c'est quand même vachement positif et c'est une lueur d'espoir. Ça, c'est très très cool. C'est porteur d'espoir. C'est pas encore le aujourd'hui, oui, mais très probablement que demain, ça sera un des outils absolument indispensables. Professeur Vincent Cibot, on va terminer comme avec tous les invités de cette matinale pour votre sentiment sur ce qu'est aujourd'hui, là, le 4 février 2026, cet Oncopole, ce gros bateau, voilà, qui avance et qui casse tel un brise-glace de temps en temps les problèmes liés au cancer et qui fait avancer la recherche. Vos collègues, vos amis et puis les patients, comment vous voyez tout ça ? Moi, très honnêtement, je trouve que c'est une chance extraordinaire de pouvoir d'avoir pu intégrer un paquebot, mais avec une vitesse quand même qui peut s'adapter, qui peut accélérer et qui peut changer de direction assez rapidement par rapport à d'autres structures. Le seul élément que je peux vous donner un peu plus concret, c'est lorsqu'on le reçoit, et c'est souvent le cas, notamment grâce à notre activité de toxicité des dermatologues du monde entier, ils sont quand même globalement assez ébahis par les moyens qui sont mis à disposition, la structure en place et le dynamisme qui est lié à ces éléments moteurs. Ça reste donc, et ce sera le mot de la fin, une immense fierté à chaque fois que vous rentrez, je ne sais pas si vous rentrez par le hall d'ailleurs, mais à chaque fois que vous rentrez par la porte. Je change souvent. Vous rentrez ici et c'est une immense fierté à chaque fois et vous vous sentez heureux. Oui, mais très honnêtement, moi, c'est une fierté, oui, une fierté et puis... j'ai presque envie de dire une joie malgré tout, oui, parce que si je sais qu'on peut changer le système. Allez, et on met de la crème solaire parce que là, pour l'instant, c'est l'hiver, on s'en fiche, mais ça va arriver. N'oubliez pas, un 10-50 obligatoire. Ouais, avec une casquette, c'est encore mieux. Voilà, avec une casquette et pour les enfants, le petit truc qui va bien. Voilà. Bien évidemment. La protection. Merci beaucoup, professeur Vincent Cibot. Je ne sais pas, en préparant l'émission, si vous aviez prévu un choix musical. Bien sûr. C'était lequel ? Alors, c'était... là, je l'ai plus sous mes fiches, c'est pour ça que je vous le dis. D'accord, pose la question. Vous êtes, Les Hautes Lumières de Fauve, qui était un mouvement artistique qui a été de vie très courte et qui correspondait à mon arrivée un petit peu à l'Oncopole, avec pour moi des qualités d'écriture qui étaient assez exceptionnelles, mais malheureusement qui n'a pas perduré dans le temps. En direct depuis l'Atrium de l'Oncopole à Toulouse pour Oncopole FM en cette journée mondiale contre le cancer, vous écoutez la matinale. Oncopole FM, l'éphéméride.
Alors aujourd'hui, on est le 4 février, vous le savez, c'est la journée mondiale contre le cancer. Journée créée en 2000 à Paris lors d'un sommet international fondateur. L'idée était simple. Faire du cancer un combat collectif, mondial et partagé. Cette journée est là pour sensibiliser, prévenir et mieux comprendre, mais aussi mettre en lumière celles et ceux qui luttent au quotidien. C'est ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui, les chercheurs, les médecins, les infirmiers, les aides-soignantes, les patients évidemment et leurs proches. Alors, aujourd'hui, partout dans le monde, un message essentiel est rappelé. Près de 40% des cancers pourraient être évités grâce à la prévention et au dépistage précoce. Mais le 4 février, c'est aussi, sachez-le, la journée internationale de la fraternité humaine, qui va plutôt bien avec cette journée mondiale contre le cancer. Le 4 février, c'est aussi une date chargée au niveau culture et symbole, puisque c'est le jour de la naissance de Jacques Prévert. 4 février 1900 Touron, poète, scénariste et dialoguiste. On le connaît, homme de mots simples et puissants. Et puis le 4 février 1902, qu'est-ce qui se passait? C'était la naissance de Charles Lindbergh, aviateur américain devenu très célèbre évidemment pour avoir été le premier à relier New York à Paris en avion. Un symbole d'audace que l'on voulait évidemment mettre en avant aujourd'hui, puisque cette journée est placée aussi là aussi sous le signe du dépassement, de l'audace et de la confiance dans le progrès. Évidemment, on ne peut pas terminer cette éphéméride sans souhaiter une bonne fête aux Véroniques, toutes celles qui travaillent ici à l'Oncopole et qui sont peut-être aussi patients et proches, les Bérénice également et les Vanessa Morales était notre invitée tout à l'heure. C'est leur fête aujourd'hui, le 4 février. La matinale Oncopole FM, la parole aux acteurs. Effectivement, Caroline Fournier, vous êtes avec nous. Immunothérapie et vaccin, voilà la thématique de notre interview. Caroline, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'équipe T2I, donc immunité antitumorale. Dites-le à ma place. Immunité antitumorale et immunothérapie. Voilà, et vous êtes aussi docteur en pharmacie, ce qui fait que vous savez très très bien prescrire le Doliprane, j'imagine. Vous effectuez évidemment une thèse en sciences, notamment sur les réponses et les non-réponses immunitaires au traitement. En immunothérapie, vous allez nous raconter un petit peu tout ça. C'est notamment les cancers de la vessie, vous, là où vous avez travaillé, d'accord ? Voilà, oui, c'est bien ça. On travaille sur différents types de cancers dans le cadre de différents essais cliniques à l'Oncopole qui concernent des cancers solides principalement, notamment le cancer de la vessie. Les vaccins thérapeutiques. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Si j'avais pas idée d'entendre le mot vaccin quelque part, c'est forcément à l'Oncopole. On se dit le cancer et le mot vaccin, ça ne va pas ensemble. Voilà, le vaccin, c'est de la maladie virale. Et en fait, non. Enfin, il y a un lien. Alors, voilà, en fait, oui, il y a bien sûr un lien. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. En fait, les vaccins thérapeutiques, ce sont un type d'immunothérapie dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, et donc qui vont être utilisés comme traitement donc, dans l'arsenal thérapeutique contre le cancer pour stimuler notre système immunitaire, enfin le système immunitaire du patient. Et en fait, on va l'éduquer à reconnaître, à cibler et à détruire les cellules cancéreuses. Et donc vous avez raison, souvent quand on parle de vaccins, donc les vaccins classiques sont des vaccins anti-infectieux, donc comme le vaccin antigrippal ou le vaccin contre le Covid. Mais en fait, oui, ça s'appelle également vaccin, mais en fait on n'a pas la même finalité. Contrairement aux vaccins anti-infectieux, qui sont des vaccins préventifs, qui ont donc pour but de prévenir l'apparition d'une maladie, les vaccins thérapeutiques sont, comme leur nom l'indique, un réel traitement que l'on va donner aux patients. Et donc, le but est de les traiter, de les guérir. Et donc, ça, c'est votre quotidien, d'accord ? Voilà. On parle de quel organe, de quelle typologie de cancer ? Alors, on parle de différentes localisations. Donc, pour l'instant, ces vaccins thérapeutiques sont encore en phase d'essai clinique. Pour qu'un médicament ait une autorisation de mise sur le marché, comme vous le savez, il doit passer par différentes phases de tests chez les patients. Et donc, pour l'instant, les vaccins thérapeutiques n'ont pas encore cette autorisation de mise sur le marché. Ils sont encore en test. Mais donc, du coup, ils sont étudiés dans différents types de cancers. Dans le monde, il y a des centaines d'essais cliniques sur les vaccins thérapeutiques. Et donc, ici à l'Oncopole, on a par exemple le vaccin TG4050 qui est étudié dans le cancer ORL. Mais dans le monde, on a différentes localisations comme les
cancers de la vessie, le cancer du poumon, le cancer du pancréas par exemple, qui est plus difficile à traiter également. On a en tête le papillomavirus un peu, c'est ça aussi, c'est tout ce que vous... Oui, votre quotidien, c'est ce genre de choses dont on entend parler à la télé, à la radio. On sait que voilà, il y a certains types de cancers qui sont forcément dus à des infections de type papillomavirus et donc voilà. Des vaccins peuvent... Alors là, du coup, c'est pas la même chose parce que quand vous parlez de papillomavirus, donc il existe des vaccins thérapeutiques, mais ce que vous entendez, c'est plus les vaccins préventifs pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Et là, ça rentre dans la catégorie de prévention et de vaccins préventifs. Donc là, on le donne chez des patientes et, jeunes qui n'ont évidemment pas encore un cancer pour prévenir l'apparition du cancer. Mais ce dont on parle aujourd'hui, donc les vaccins thérapeutiques, sont donnés à des patients qui sont donc déjà malades comme traitement. Voilà. Donc, pour qu'on résume bien, c'est un traitement. C'est un traitement. D'accord. C'est-à-dire que si tout se passe bien et donc dans quelques années, quand les vaccins thérapeutiques auront obtenu une autorisation de mise sur le marché, ils vont pouvoir être utilisés avec les autres traitements qui existent actuellement dans le cancer, donc dans tout l'arsenal thérapeutique que l'on possède pour traiter le cancer, en compagnie de la chimiothérapie, de la radiothérapie, de la chirurgie. Donc c'est en complément. Et c'est marrant parce que j'aimerais savoir pourquoi vous avez appelé ça justement vaccin alors que vous auriez pu appeler ça traitement, remède, je ne sais pas. Alors c'est une bonne remarque parce que c'est un peu en débat justement dans la communauté de garder ce terme de vaccin ou non. Mais en fait, en réalité, quand on y pense, c'est un peu le même mécanisme d'action générale. Quand vous voulez prévenir une infection par la grippe, par exemple, vous allez prendre des éléments du virus de la grippe, donc des particules virales grippales. On va chercher la réponse immunitaire. Et on va les mettre dans le vaccin et on va chercher la réponse immunitaire du patient contre ces particules. Donc là, c'est un peu la même chose. En fait, on va prendre la tumeur du patient, faire une analyse très approfondie de cette tumeur, et on va mettre en évidence des anomalies, donc des protéines tumorales exprimées dans la tumeur du patient qu'on va pouvoir mettre dans le vaccin et cibler, du coup, entraîner le système immunitaire du patient à le défendre contre ces protéines tumorales, en fait. Donc vous voyez, le mécanisme est un petit peu similaire. Alors moi, je pense que quand vous allez vous voir avec vos copains, utilisez non pas le mot vaccin, mais antidote finalement, hein, parce que c'est presque ça. On prend un petit bout de la tumeur, on l'analyse. Voilà. Vous verrez, ça va faire débat aussi. J'en parlerai, promis. Quel est votre rôle précis là-dedans et quelles sont les prochaines étapes qui nous attendent en 2026-2027 ? Alors, donc moi, comme vous l'avez dit, je suis pharmacienne, mais je fais surtout de la recherche donc, dans l'équipe immunité antitumorale et immunothérapie. Et donc, nous, notre rôle au sein de l'équipe, ça va être d'analyser en profondeur la réponse immunitaire des patients traités par ces immunothérapies, donc que ce soit les vaccins ou d'autres types d'immunothérapie, dans le cadre d'essais cliniques qu'il y a ici à l'Oncopole. Et en fait, on va vouloir mettre en évidence les mécanismes vraiment liés à cette réponse immunitaire antitumorale. Et donc, en fait, grâce à ça, on va participer à la conception des vaccins thérapeutiques de demain, justement en approfondissant cette réponse et pour savoir exactement quoi mettre dans les vaccins, avec quelle formulation et comment justement déclencher cette réponse immunitaire spécifique chez les patients. Alors j'avais comme question, est-ce qu'il y a d'autres localisations susceptibles d'être concernées par cette vaccinothérapie ? Mais j'ai presque envie de vous dire, est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas concerner l'entièreté du spectre de toutes les maladies cancéreuses ? On l'espère. On l'espère. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, c'est plus orienté sur les cancers solides. Tout à l'heure, on parlait des hémopathies. Mais là, les vaccins, vraiment, sont utilisés dans les cancers solides. Et comme je vous l'ai dit, dans le monde entier, on étudie plein de localisations différentes qui pourraient être pertinentes. Et on espère évidemment que ça couvrira une large gamme de types de cancer, bien sûr. Je suis ravi, Caroline Fournier, qu'on ait mis l'accent là-dessus, parce que, alors, à ma connaissance, c'est très peu médiatisé en réalité. Et la preuve, c'est que c'est un peu confus dans la tête. Moi-même, j'ai pu faire des erreurs dans cette interview, ce qui prouve bien que c'est difficile des fois de parler d'une chose type vaccin. Et donc, c'était intéressant. Caroline Fournier, un mot comme pour toutes celles et ceux qui sont passés ici. Vous avez assisté à cette matinale, vous avez vu passer vos collègues. Vous êtes dans l'atrium de l'Oncopole. Bon, ça fait quoi ?
Moi, je suis très fière de travailler ici et surtout pour une grande cause comme le traitement du cancer. Je me rappelle, il y a quelques années, quand j'ai pénétré la première fois dans ce bâtiment, je trouve qu'il y a un sentiment spécial quand on marche dans les couloirs avec cette lumière, cette architecture et le fait qu'on sait tout ce qui se passe ici pour traiter les patients. Je trouve qu'on a un vrai sentiment d'innovation et moi je me suis tout de suite sentie à ma place. Je me suis dit c'est ici qu'il faudra que je travaille et voilà, je suis là aujourd'hui. Vous pensez que c'est un élément de motivation et peut-être pour rassurer aussi les patients? Vous pensez que ça joue là-dedans quand on Vous voulez dire le bâtiment? Ouais. Oui, je pense. Je pense que ça participe au fait de rassurer les patients. En tout cas, le personnel s'y sent bien. Donc, je pense que les patients s'y sentent bien aussi. Et c'est sûr que c'est un élément important. Voilà. Merci beaucoup, Caroline Fournier. Merci à vous. Oncopole FM, la matinale, à retrouver en vidéo et en podcast sur toutes les plateformes. Il y a des chefs partout autour de nous, des chefs de service ici à l'Oncopole. Il y a aussi des chefs de cuisine. Et nous, au fond, on s'est dit qu'on allait interviewer un des chefs les plus iconiques de Toulouse, à savoir Michel Saran, et de le faire réagir un petit peu sur ce qu'il pensait de toute cette histoire. Michel Saran, on est allé le voir dans son restaurant à Toulouse. On a échangé notamment sur le mot chef. C'est important. Michel Saran, quand on vous appelle chef, qu'est-ce que ça représente vraiment pour vous? Le chef, c'est un titre, mais surtout, on a des équipes que l'on doit fédérer derrière un projet. Ce projet, il faut faire en sorte qu'il fasse l'adhésion de tout le monde. On ne peut pas défendre, se battre pour quelque chose si on n'y croit pas. Donc ce que j'essaie avant tout, c'est de faire que mes équipes aiment être ici, aiment ce que l'on fait pour pouvoir accomplir leur mission du mieux possible. Après, on est chef, oui, il y a Dieu, il y a le président, il y a tout ce qu'on veut, il y a toujours une personne que l'on met au-dessus qui porte un projet, qui a la vision, qui a envie de créer, d'apporter quelque chose, et derrière il fédère. Après, on s'entoure de personnes qui ont chacun des responsabilités et qui elles-mêmes ont d'autres personnes sous leurs ordres. Et c'est comme ça qu'une société se bâtit. C'est quelque chose qui évolue et surtout cette notion de cohésion, cet esprit d'équipe, le fait d'adhérer, d'être dans une maison, ça pour moi c'est primordial. D'être sous le même toit, tous ensemble, en travaillant pour aussi l'exigence, parce que c'est quelque chose qui vous lie finalement, vous, dans votre restaurant étoilé, et puis aussi dans ce qui se passe dans un établissement de type Oncopole, c'est-à-dire qu'on travaille toutes et tous ensemble pour une exigence. Pour une exigence et avec une grande exigence et une nécessité de rigueur, de la discipline, de la rigueur et de l'humilité. DRH, ça c'est quelque chose que je répète souvent. Il faut, chacun a un rôle à remplir, une fonction à remplir avec soin, avec attention, avec rigueur. S'il n'y a pas cette rigueur, on ne peut pas prétendre accéder à des, je ne vais pas dire des sommets, mais à être un peu différent des autres. Et ça, en tout cas, c'est ce qui m'anime et je sais que ça anime ceux qui réussissent. C'est vrai que c'est ce qu'il dit, Michel Saran. On ne peut pas prétendre à accéder à ce qu'on a envie de produire ensemble et c'est ce qu'on a pu entendre tout au long de la matinale, notamment aussi avec Jean-Pierre Delors, qui est ici le chef, hein, on peut le dire, de cette Oncopole et c'est pour ça qu'on voulait faire réagir Michel Saran sur ce mot-là. Alors, en cuisine, on n'est jamais seul. Il y a des brigades, on fait des essais, on fait des erreurs et cette force du collectif, cette attention aux autres, c'est hyper important pour le chef. On l'écoute là-dessus. Non, mais ça, c'est le maître mot. Quand on est à la tête de quelque chose, il faut toujours croire en soi et il faut croire en l'équipe aussi. On ne fait jamais rien seul. On a toujours besoin d'être entouré pour accompagner. C'est tout un cheminement qui amène à la réussite. Seul, en tout cas dans notre univers, c'est ça, mais j'imagine qu'à l'Oncopole, c'est pareil. Ce sont des équipes qui travaillent d'arrache-pied, qui ne se découragent pas. Et c'est ça, il faut jamais se décourager. Croire en soi, ça paie toujours. Et puis alors, on a appris un truc incroyable. On a appris que Michel Saran avait fait des études de médecine. Vous le saviez ça, quand il était jeune?
Et oui, et il va nous en parler parce qu'ici, en pleine journée mondiale contre le cancer, eh bien, c'est finalement quelqu'un qui aurait pu être médecin qui est en train de nous répondre et qui répond à nos questions. On l'écoute. Alors, j'ai été brillant parce que j'ai fait 2 fois la première année, jusqu'à ce que la médecine me fasse comprendre qu'il valait mieux que je fasse autre chose. Et donc, c'est comme ça que je dis que j'ai sauvé des vies en n'étant pas médecin, quoi. Mais alors, il y avait, j'imagine, à la base, quand on veut faire médecine, on rêve d'aller travailler dans un certain type de service ou de faire une chaire en particulier. Vous, c'était quoi? Oui, alors moi, j'étais quand même déjà très attiré par la chirurgie. Donc, le méticuleux. Ouais, puis le jet du couteau, quoi. C'est... Mais bon, je pense que ce qui m'animait, c'était d'une façon ou d'une autre, de rendre les gens heureux. Un médecin qui soigne un patient, forcément, il le rend heureux. Un médecin qui guérit un cancéreux, c'est formidable. C'est formidable. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Moi, mon métier, c'est de faire plaisir, de créer de l'émotion. Et je pense que la cuisine, à sa façon, c'est une thérapie aussi. Je suis très attentif à ce qui se fait dans le domaine de la santé. Bon, plusieurs fois, j'ai participé à des opérations avec le Cancéropole. J'aide autant que faire se peut certaines structures qui ont besoin d'aide. Parce que je suis aussi touché dans la famille c'est la vie. Mais je suis touché, oui, par ce qui se passe, parce que quelquefois la vie nous réserve. Voilà. En ce moment, j'ai un ami qui, malheureusement, mon meilleur ami qui vient d'être touché par cette maladie. J'ai contacté l'Oncopole, je sais qu'il a été pris en main et quand je peux aider ce que j'aime, je le fais, et quand je peux aider les structures qui font des merveilles, je le fais aussi. Vous êtes formidables. Oncopole FM, la matinale, au cœur de l'oncologie, l'actu, les invités, les témoignages, les rencontres. La matinale, écoutez-vous. Allez, restez bien avec nous sur Oncopole FM parce que cette journée ne fait que commencer. Tout à l'heure à midi, nous serons en direct de l'auditorium de l'Oncopole pour la grande émission en direct Les Bonnes Ondes avec vous, les soignants, le personnel, au programme Cindy Johnson du Toulouse Football Club, l'actualité de la recherche, les avancées médicales et des moments de partage. On fera même un blind test de série médicale. Bah oui, quand on regarde une série, il y a généralement un générique, oui mais mettre le générique et la série dans la même phrase, c'est pas facile. Et pour finir, un grand final en musique, notamment avec Matt Mendes, des jolies musiques DJ ici à Toulouse. 15h30, on changera une fois de plus de décor. On sera avec notamment Vincent Clerc et Ovalion, la mascotte du Stade Toulousain. Et nous nous baladerons en immersion au sein de ce grand bâtiment qui est l'Oncopole, l'Institut universitaire du cancer de Toulouse. On ira dans les services au plus près du terrain, à la rencontre de celles et ceux qui font le quotidien de ce lieu unique. Et si maintenant on terminait cette émission avec les Beatles, Here Comes the Sun. Parce que vous savez quoi ? Il y a du soleil. Donc on va écouter ça maintenant.